approche, il évite la parcellisation des tâches à accomplir par l'élève, c'est-à-dire comme dans le cadre de la PPO première génération, c'est-à-dire le travail avec les objectifs opérationnels et les objectifs spécifiques, bien sûr, on parcellise un petit peu les acquis et on se focalise surtout sur le contenu. Alors que par l'approche par les compétences nous permet d'éviter cette parcellisation et on agit d'une façon synthétique, d'une façon holistique, c'est-à-dire globale, tout en visant la personnalité de l'élève. Donc cette approche aussi, il redonne du sens au savoir scolaire, c'est-à-dire l'apprentissage égal des ressources. Et l'élève ici, il sait pourquoi il est à l'école et pourquoi il acquiert des ressources, c'est-à-dire des apprentissages. Aussi, l'APC incite à l'apprentissage actif, puisqu'on est centré sur l'apprenant, c'est-à-dire le CA. Bien sûr, on doit se centrer sur le fait de rendre l'élève acteur de ses apprentissages. Donc c'est un apprentissage actif et bien sûr contextualisé par des situations problèmes complexes. L'approche par compétence aussi contribue à transformer en profondeur la personnalité de l'apprenant ou bien de l'apprenante. C'est pour cela qu'on vise à la fois et en même temps le côté cognitif, le côté psychomoteur et le côté affectif et les connaissances ou bien les savoirs qui travaillent ces trois dimensions, c'est ce qu'on appelle aussi le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. L'approche par compétence atténue, c'est-à-dire diminue la sélectivité scolaire, c'est-à-dire l'élitisme, c'est-à-dire éviter que dans la classe on a des niveaux ou bien des différences de niveau très significatives. C'est-à-dire, ce qu'on cherche à travers l'APC, c'est que les élèves aient presque le même niveau. Il y a des différences, mais ils sont non significatives. Alors, toujours dans le cadre de la situation problème complexe et l'approche par les compétences, quelles sont les caractéristiques de l'APC? Alors, les caractéristiques de l'approche par compétences en tant que méthodologie développée par De Kettel, Regiers et autres auteurs, Dayno, Pernaut, etc. Alors, l'APC est appliquée dans les manuels, les programmes, la formation des enseignants. Maintenant, on agit par formation, par le départ, c'est comme vous l'avez vu lors du partage de la fiche technique du module, on est parti d'un énoncé de compétences professionnelles. Et les systèmes d'évaluation. Bien sûr, on évalue les compétences et non pas uniquement les connaissances. De Kettel, en 2000, a dit « L'APC cherche à développer la possibilité par les apprenants de mobiliser un ensemble intégré. » Et vous voyez ici, ils mettent l'accent sur l'intégration. Un ensemble intégré de ressources pour résoudre une situation problème appartenant à une famille de situations. Alors là rentre, même si l'élève se trouve dans une situation qu'on qualifie de non didactique, il doit la résoudre, c'est-à-dire une situation de la vie quotidienne. Bien sûr, il doit être, il doit constituer un élément de la famille de situations par lesquelles est passé en classe. Alors, cette approche aussi met en situation les apprentissages et elle permet aux apprenants de partager, d'échanger et de coopérer entre eux lors des différents moments d'apprentissage. Donc, on développe ici surtout le côté affectif et le savoir-faire. Alors, la situation problème, comme dans le cadre de l'approche par compétence, quels sont les objectifs de l'APC? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vise, cette APC? Alors, l'APC, selon Regiers, vise trois objectifs principaux. Le premier, c'est mettre l'accent sur ce que l'élève doit maîtriser à la fin de chaque année scolaire, plutôt que sur ce que l'enseignant doit enseigner. Donc, vous voyez qu'on met l'accent sur l'élève et la maîtrise de l'élève. C'est-à-dire qu'on met l'accent à la fois sur les apprentissages et l'apprenant.
Le rôle de celui-ci, c'est-à-dire de l'enseignant, le rôle de celui-ci est d'organiser les apprentissages de la meilleure manière pour amener ses élèves au niveau attendu, c'est-à-dire la concentration sur l'apprenant. Ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est donner du sens aux apprentissages, montrer à l'élève à quoi sert tout ce qu'il apprend à l'école. Donc, c'est le côté pragmatique ou bien praxiologique dont on a parlé lors de l'introduction. À situer les apprentissages par rapport à des situations qui ont du sens pour lui et à utiliser ses acquis dans ces situations. C'est le principe de l'éducation active et l'approche pédagogique intégrative. C'est après Dewey qui dit « learning by doing », c'est-à-dire on amène l'élève à mettre la main à la pâte. Troisième objectif, certifier les acquis de l'élève en termes de résolution de situations concrètes et non plus en termes d'une somme de savoir et de savoir-faire que l'élève s'empresse d'oublier et dont il ne sait pas comment les utiliser dans la vie active. Donc c'est une évaluation en termes de savoir agir dans la réalité. Et lorsqu'on dit savoir agir dans la réalité, c'est-à-dire à la fois dans le cadre scolaire, les examens et tout pour avoir des diplômes, et dans le cadre de la vie quotidienne, la vie en société. Maintenant, la situation problème, dans le cadre de l'approche par les compétences, quels sont les piliers de l'APC? Alors, selon Miled, c'est un savant tunisien, expert international, l'APC repose sur les deux piliers suivants. Intégrer les apprentissages. Donc, on veille à ce que lors de la gestion des apprentissages soient intégrés au lieu de les faire acquérir de façon séparée, cloisonnée ou juxtaposée. Avec l'APC, on passe d'un apprentissage cloisonné, comme dans le cadre de, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la PPO première génération, des savoirs, à un apprentissage intégré qui leur donne sens, donc c'est la PPO deuxième génération qui est l'APC. Deuxième pilier, c'est déterminer et installer des compétences pour développer des capacités, parce que la compétence est un ensemble de capacités. Et ces capacités sont d'ordre mental utiles dans différentes situations. Il s'agit ici de développer des compétences spécifiques et des compétences transversales. Alors, les compétences spécifiques, c'est la compétence visée à travers l'ensemble du cours, c'est-à-dire l'unité didactique. Les compétences transversales, ce sont des compétences qu'on développe presque pendant le cursus scolaire de l'élève. Par exemple, le fait d'analyser, d'observer, de comparer, ce sont des compétences transversales. On les trouve un petit peu partout dans les disciplines, mais on s'en sert pour développer les compétences spécifiques. Alors, toujours dans le cadre de la situation problème, ici, on traite un petit peu sa légitimité officielle et didactique. C'est-à-dire comment les documents officiels, à savoir les orientations pédagogiques des SVT, surtout de l'an 2017, qui sont maintenant en train d'être actualisés. La compétence, c'est la possibilité pour un individu de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille de situations problèmes. C'est une définition empruntée à Xavier Rogiers et de Kettel aussi, parce que c'était l'expert international qui a coopéré avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire une refonte du curriculum scolaire et des programmes scolaires à travers la pédagogie d'intégration. Autre définition, donc ici uniquement, je vous laisse les lire sans commentaire, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'outils didactiques pour justement pouvoir gérer les apprentissages d'une façon efficace. Alors on trouve la compétence comme étant une capacité. Même s'il est singulier, ça signifie, c'est-à-dire l'aptitude.
d'associer une classe de problèmes précisément identifiée avec un programme de traitement déterminé, selon Mérieux. C'est un savant français. La compétence, d'après Philippe Pernaut, il permet de faire face à une situation complexe, quelle que soit-elle, de construire une réponse adaptée, sans la puiser dans un répertoire de réponses programmées, c'est-à-dire une sorte de restitution. Non, ici c'est une refonte, c'est une recherche. Alors, la compétence est un savoir-agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations, c'est Jacques Tardif. Une compétence est un ensemble intégré et fonctionnel de savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir qui permettront, face à une catégorie de situations, de s'adapter, de résoudre des problèmes et de réaliser des projets. Et comme vous voyez ici, c'est un petit peu très large en termes de vision et d'ampleur de la compétence qu'on veut installer chez l'élève d'après Marc Romanvé. Une compétence est un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être permettant de mobiliser à bon escient, c'est-à-dire d'une façon efficiente, des ressources internes et externes dans le but de répondre de façon appropriée à une situation complexe et inédite, d'après Vincent Guédé. Donc c'est à peu près celle qu'on vient de voir tout à l'heure, du savant de tout à l'heure, mais exprimée différemment. La compétence est le fait de savoir accomplir efficacement une tâche, c'est-à-dire une action ayant un but, d'après Bernard Ray. Alors, toutes ces définitions et autres, bien sûr, qu'on peut trouver dans la littérature, concernant la situation problème en termes de légitimité officielle et didactique. Alors, les caractéristiques communes des définitions analysées de la compétence nous permettent de cibler 4 points essentiels, c'est-à-dire les points communs entre ces définitions. Le premier point, c'est les capacités à développer en termes de mobilisation, de réinvestissement, d'exploitation, d'adaptation, c'est-à-dire des apprentissages face à un problème scientifique à résoudre, bien sûr dans une situation. Alors, ces apprentissages ont le statut de ressources, c'est-à-dire ils doivent être intégrés en termes de ressources internes. Alors, ce qu'on appelle les ressources internes, ce sont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-agir, les savoir-devenir, etc. Et externes, c'est-à-dire les aides et les matériels de bord, comme le microscope, le dictionnaire et tout ça à installer. Troisième point essentiel commun, c'est la contextualisation par des familles de situations problèmes complexes. C'est-à-dire l'observation de la manifestation de la compétence de la part de l'élève ne peut se faire que au sein d'une famille de situations complexes. Alors, quatrième point essentiel, c'est l'accomplissement de tâches. Et c'est ça ce qui rend la compétence opérationnelle. C'est-à-dire les tâches qu'on donne à l'élève pour installer les ressources et les tâches qu'on donne à l'élève pour résoudre des situations, problèmes complexes, nous justifie, ou bien ce sont pour nous des indicateurs pour dire que l'élève a acquis la compétence ou pas. Donc, bien sûr, l'accomplissement de tâches ayant un au début précis. Ici, c'est un schéma explicatif pour montrer la contextualisation par les situations problèmes. Qu'est-ce qu'on entend par contextualisation? Alors, dans le cadre du modèle cognitif, c'est-à-dire les théories cognitivistes de l'apprentissage, apprendre, c'est transformer des structures cognitives préalables, c'est-à-dire le déjà là, en structures nouvelles. Alors, le déjà là peut être faux, peut être juste, peut être à la fois faux et juste, donc il faut le corriger pour qu'il devienne une structure nouvelle qui est correcte. Ça, c'est dans le cadre du modèle cognitiviste.
Dans le cadre du modèle socio-constructiviste, on vient socio-constructif, c'est-à-dire on crée tout d'abord un déséquilibre cognitif par confrontation entre les conceptions des apprenants pour aboutir à un nouveau équilibre cognitif plus évolué. Selon la démarche d'investigation, la situation problème constitue un outil ou bien un contexte d'investigation scientifique. Par exemple, car dans le cadre de la situation, l'élève est amené à réaliser une tâche et cette tâche, bien sûr, peut être une sorte d'investigation scientifique. Quatrième élément, c'est une stratégie efficace car il nous permet de faire l'établissement de liens entre ressources et finalités des apprentissages. C'est-à-dire produire en termes de ressources humaines des citoyens responsables, des travailleurs compétents. Même si on est face à un élève de 18 ans, 14 ans, 12 ans, 21 ans, etc., mais on doit le regarder comme un futur adulte. Donc, cette stratégie nous permet de les entraîner ou bien de leur donner des occasions de résoudre des situations problèmes, des familles de situations problèmes, afin de mieux les préparer à la vie sociale et à la vie quotidienne. Alors, la situation problème concernant ses principales fonctions. Alors, elle amène l'apprenant, bien l'apprenante, à mobiliser ses savoirs courants. Donc, les préconceptions, ce sont les points de départ, bien les fondements de base. Parfois, ces fondements de base créent des obstacles qu'il faut dépasser. Comment on les dépasse? On les dépasse à travers des objectifs obstacles que l'enseignant formule. Donc, il lui pose un défi à sa portée. Elle renvoie à une réflexion épistémologique sur les savoirs de la discipline, de la part de l'enseignant et de la part de l'élève. C'est-à-dire, l'élève peut manifester une réflexion métacognitive sur ce qu'il apprend. Soit qu'il accepte la connaissance en la discutant, en l'échangeant, en la corrigeant, etc. L'avant-dernière fonction, c'est qu'elle permet de mettre en évidence une interdisciplinarité. C'est-à-dire, lors de la résolution de la situation problème, l'élève est amené, comme on l'a dit, à mobiliser des ressources internes et des ressources externes. Donc, parmi les ressources internes et les ressources externes, ils peuvent appartenir à plusieurs disciplines. Surtout nous, en SVT, on utilise un petit peu de mathématiques, un petit peu de physique, un petit peu de chimie, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Finalement, la situation problème met en relation les concepts scolaires avec les concepts de la vie quotidienne afin de préparer ce qu'on appelle les compétences de vie ou bien CVC, compétences de vie courante. Normalement, c'est ça le rôle de l'école. C'est à la fois donner l'occasion à l'élève d'avoir des diplômes, de s'instruire, de se cultiver, etc., mais aussi d'avoir le sens d'intégration, le sens de vie saine au sein de la société, et bien sûr, ceci dépend des compétences de vie acquises. Concernant la classification des situations problèmes, ici uniquement c'est un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc on a déjà vu la situation de départ, la situation de structuration bien didactique, la situation de construction, etc. Donc, la situation déclenchante, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de déstabiliser les ressources internes pour initier la stabilisation de ressources nouvelles à travers la problématisation. C'est une situation de construction, bien situation didactique. C'est apprendre une ou des ressources nouvelles. C'est conceptualiser, modéliser. La situation de structuration et d'intégration, donc, c'est apprendre à structurer et à intégrer un ensemble de ressources. Donc, c'est la phase d'intégration, réorganisation
des schémas mentaux, et finalement la situation d'évaluation qui permet tout au long de l'apprentissage pour évaluer la structuration et l'intégration des ressources. Et comme vous allez le voir dans le semestre 2, le module gestion, vous allez avoir des données sur ce qu'on entend par évaluation diagnostique, évaluation formative, leur relation avec la régulation et la certification, etc. Alors, le processus d'apprentissage est fonction de la situation problème. Donc, ici, on matérialise le processus d'apprentissage, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité d'apprentissage. Et comme pour vous rappeler ceci, contextualisé par des situations problèmes. Alors, il y a l'évaluation diagnostique, c'est-à-dire une situation déclenchante qui va un petit peu nous permettre de diagnostiquer l'état ou bien le niveau d'entrée, ce qu'on appelle les inputs. Ensuite, une fois ce déclenchement est mis en exergue, on passe à la construction. Bien sûr, construction 1, 2, 3, etc. Et une fois que les apprentissages sont construits, on passe à la structuration et l'intégration. C'est ce qu'on appelle l'installation des ressources. Une fois les ressources sont installées, bien sûr, on va les évaluer pour certifier l'élève qu'il a acquis la compétence ou pas. Les composantes de la situation problème. Alors, la situation problème, comme une plante, incite l'élève à réaliser des tâches, ou bien une tâche. Elle contient un compte à travers le contexte et les supports. Donc le contexte, c'est le domaine dans lequel s'exerce la compétence avec un sens pour l'élève, parce que il permet de le situer. Il lui présente des informations à travers le support, donc développer chez l'apprenant la capacité de faire un choix. Et bien sûr, la tâche, elle est désignée par les consignes qu'on donne à l'élève, ce qui est demandé à l'apprenant d'accomplir. Bien sûr, tout ça nous amène à dire que la situation problème a des fonctions. L'objectif de la résolution de la situation. Les composantes de la situation problème, ici vous avez un exemple cadré en rouge, un texte écrit en bleu, un texte écrit en brun, un texte écrit en vert et un texte ou bien des consignes écrites en violet. Ce sont les composantes de la situation problème. Alors, ceci constitue le contexte. Ce qui est en brun constitue la tâche. Ce qui est en vert constitue les supports. Ce qui est en violet constitue les consignes. Et ce qui est cadré en rouge constitue la fonction. C'est une fonction d'intégration et d'évaluation. C'est une fonction d'intégration des connaissances, des habiletés et des attitudes, à savoir les compétences. C'est une comparaison, donc ici c'est une comparaison entre les modalités traditionnelles d'incitation de l'élève à réfléchir sur les savoirs scientifiques et bien sûr l'utilisation des situations problèmes complexes. Donc à ce niveau-là, ce sont des exercices ordinaires, mais à ce niveau-là, ce sont des exercices dans le cadre ou bien dans le contexte de situations complexes problèmes. Alors ici, on a un objectif pour, etc. Mais dans la situation, on a un contexte à partir duquel l'élève doit extraire des informations. Ensuite, il y a la tâche qui n'est pas là. Ici, c'est-à-dire dans l'objectif, on a tout inclus ici. Alors, les données sont présentées sous forme de documents qu'on appelle données, mais ici, on les appelle supports. Et c'est l'élève qui doit en extraire les données. Bien sûr, ici, vous avez les questions, donc en utilisant des termes de questionnement, c'est-à-dire les adjectifs interrogatifs.
avec des questions. Ici, on donne des consignes, c'est-à-dire des instructions ou bien des tâches à accomplir. Par exemple, comparer, déduire, expliquer, déterminer, etc. Donc, c'est pour vous faire comprendre comment la vision traditionnelle a évolué pour devenir une vision actuelle en termes de situation, problème complexe. Alors, la scénarisation pédagogique est